En fait, ce qui m'intéresse dans cette dernière partie, c'est on parlait donc d'interface imaginaire, et tu es en train d'aborder le fait que finalement, cette interface imaginaire, elle se base sur des références visuelles, sur des affiches où on a vu des choses qu'on n'a pas vues, sur une histoire du cinéma, sur de la publicité. On a parlé de graphiste aussi. Et tu es en train de dire là que cet imaginaire qui est difficile à quantifier, en fait, il est en train de se avancer, de changer. Tu dis que l'image hyper réaliste va être datée, que tu constates toi-même devant un film que ça s'est daté. Je voulais te montrer voilà, dans le journal d'Evry, parce que je suis évropathe, donc il y avait un Evry Game City, donc une séquence sur une sorte de salon qui reprend les codes, voilà, pas très bien fait d'ailleurs, mais on le dira pas. Et en même temps, le magazine d'Evry va amorcer qu'est-ce qui va se passer en 2030. Donc c'est le plan local d'urbanisme, tu vois, c'est les travaux à venir, mais alors. Ce qui est drôle, c'est qu'il parodie. Retour vers le futur. Voilà, mais je pense que le graphiste qui fait ça a sans doute l'âge que tu dis, de 30, 40, mais il y a une sorte de mélange de cinéma, de jeux vidéo, de futurisme un peu bas de gamme, parce que si on regarde bien, l'image est flatteuse à première vue, puis elle n'est pas si bien composée que ça en fait. Et donc je me disais comment est-ce que on a donc une interface imaginaire qui va avancer dans le temps pour la personne qui l'a en lui, si on peut la, la nommer, et puis qui va avancer avec la culture, même non consciente, d'images qu'il reçoit, de pratiques du jeu qu'il reçoit, de pratiques de régimes d'images différents qu'il reçoit. Et ma question, c'était comment un chercheur peut évaluer ça, en fait. Comment est-ce que on se posait la question en étant avec des jeunes gens, c'est est-ce que tu viens de le dire, j'ai joué à tel jeu dans les années 80, c'était extraordinaire. Tu te bases sur des forums ou des traces de forums qui sont dans des magazines. Est-ce qu'on peut, quand on est chercheur, avoir une idée de cette expérience qui s'est Ah, jouée, puisqu'on a de l'humain et du vécu, avec pas de données pour le filmer, peut-être des micro-trottoirs et encore? Alors euh, que c'est un élément très fort de ton travail que d'avoir des enquêtes sociologiques ou de s'appuyer sur la pratique ouais. d'un domaine qui est une pratique. Comment tu... Alors, je pense que là, ça va être des questions plutôt de sociologue, c'est-à-dire, moi je le vois là, qui suis confronté à des questions un peu d'histoire du domaine. L'idée, c'est d'essayer d'avoir récupéré des témoignages de gens qui expliquent la manière dont ils pouvaient jouer dans les années 70 ou 80 ou même 90. Alors, qu'est-ce qu'on a de cet enthousiasme? Des témoignages a posteriori, Mhm. avec évidemment le risque d'avoir toujours un filtre amélioratif qui fait Oui. que les souvenirs sont toujours enjolivés par rapport à ce que c'était. On a quand même des documents d'époque. Je pense aux travaux d'un collègue historien, Colin Cidre, qui travaille sur les petites annonces ou qui travaille sur le courrier des lecteurs. Bon, voilà, ça s'est fait aussi du côté des études cinématographiques pour les revues de cinéma. Le courrier des lecteurs est quand même un domaine dans lequel on a des éléments un peu de réception de Oui. l'époque, de ce qui plaît, de ce qui plaît pas, etc. On est plutôt dans une logique de cultural studies On est encore, plutôt voilà dans ce type à partir des usages et... de logique là. Alors est-ce que ça veut dire que il faudrait aujourd'hui essayer de capter un petit peu des atmosphères de jeu ou des choses comme ça. Alors d'une certaine façon, les vidéastes, les Twitchers sont en train d'archiver eux-mêmes une série de pratiques du jeu. C'est l'hypothèse, par exemple, que tient un collègue québécois qui s'appelle Carl Terrier en disant bah, finalement peut-être la mémoire du jeu vidéo aujourd'hui, enfin de demain, ça va être les heures et les heures de Twitch, etc., qui sont faits par des joueurs. Et là aussi, avec le risque que des joueurs des années 2010 rejouent à des jeux des années 80, mais avec des émulateurs qui accélèrent considérablement, par exemple, le jeu, et Mm. donc produisent une expérience qui va paraître comme authentique, mais qui ne le sera absolument, absolument pas. Donc là, on est vraiment dans des questions d'historiens.
pour savoir. Sur la question des imaginaires qui sont convoqués, voilà, ça je pense que l'analyse des jeux peut quand même apporter des éléments là-dessus. Évidemment, on est dans un contexte où on est face à ce que les sociologues de la culture, enfin, certains d'entre eux ont appelé les omnivores culturels. Je veux dire qu'aujourd'hui, un, un joueur de jeux vidéo ou une joueuse de jeux vidéo regarde des films de cinéma, des séries, de la télé-réalité, lit des romans, enfin à toute une série, va peut-être à l'opéra, va au théâtre, sort en concert, va au musée. On est dans des profils qui sont évidemment, qui se nourrissent à des sources multiples. C'était plus rare en 75 au moment de Joe, sans doute. Bah, les pratiques. L'image était plus rare. L'accès à l'image était quand même moins important qu'aujourd'hui. Ça c'est sûr. L'écran de la télévision, l'écran de cinéma, et puis mis à part ça, pour beaucoup, l'accès à d'autres formes d'images était conditionné par des conditions géographiques, sociales, etc. Aujourd'hui, les outils d'accès semblent un peu plus larges, ce qui fait qu'on est confronté à une variété d'images dans nos pratiques, qui vont de la pornographie sur YouTube jusqu'à des images haute définition de la NASA ou de galeries d'art consultables depuis chez soi ou sur son téléphone portable. Bon, alors il y a ce qui est proposé, puis il y a dans les faits, évidemment, il y a quand même des structurations sociologiques fortes qui font que, issus de certaines classes sociales, on a moins tendance à aller vers certaines formes d'images que d'autres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le jeu vidéo se retrouve au croisement de tout ça, avec là aussi, hein, du côté des créateurs, des effets générationnels. Moi, je me rappelle avoir interpellé les 2 game designers de Life is Strange, là, dans un échange qu'on avait organisé avec ENS In-Game, là, de Guillaume Grandjean, qui est un élève de l'ENS qui organise des rencontres entre développeurs et chercheurs. Et dans Life is Strange, je ne sais pas si tu vois quel est ce jeu, mais tu as un rapport au temps, et puis tu peux retourner dans le passé pour corriger tes actions. Et en fait, ce rapport au temps, il est complètement pensé à travers la médiation du rembobinage de la vidéocassette. Ouais. Et je leur dis, voilà, lors de l'intervention, je dis, moi, c'est quelque chose qui m'a frappé, c'est que vous avez pensé le rapport au temps sous la forme du rembobinage, mais le rembobinage, est-ce que ça dit quelque chose aujourd'hui à des garçons ou des filles de 15 ou 20 ans? Ça fait, je sais pas, maintenant 20 ans qu'on rembobine plus rien du tout. Ouais. Donc cette image qui fait... C'est vraiment un truc de quadra, quoi. Ouais. Il faut avoir 40 berges pour comprendre ce que c'est. Ou sinon, c'est une image, presque une image d'Épinal, d'un vieux rapport à l'image, qui peut-être pour nous serait le craquement d'un vinyle, tu vois, ou d'un Ouais. 78 tours. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans des jeux contemporains, on voit encore des rapports plus anciens à l'image qui se jouent. Moi, Et puis ce qui est intéressant, c'est que tu es en train de dire que ton rapport à l'image est marqué par ton expérience personnelle. par ton expérience, par tes usages, tout simplement. Alors qu'on a tendance à penser le rapport à l'image comme théorique, en fait. Non, non, au contraire, il est complètement ancré dans des usages, moi, à mon avis. Et là, c'est vrai que je leur dis, aujourd'hui, le rembobinage, ça n'existe plus. Aujourd'hui, on pique dans un fichier, sur une timeline, l'endroit où on veut se rendre. Et c'est immédiat, il y a une forme d'immédiateté, on n'est pas du tout. Alors, évidemment, dans le cadre du game design de Life is Strange, ce qui est pas mal, c'est que le rembobinage, il permet de revoir à l'envers l'action menée, pour peut-être se dire, tiens, ce serait à ce moment-là qu'il faudrait que je fasse un autre choix pour pouvoir progresser différemment dans mon récit. Enfin voilà, tout ça pour dire que l'analyse interne des œuvres, Oui. elle a un sens ici. Probablement que si des historiens de l'art, si des spécialistes en visual studies se confrontent à des jeux vidéo, moi je le fais d'une certaine façon aussi, ou je le fais faire par mes étudiants, par exemple, dans le cadre des travaux de séminaire de master, bah, vous allez m'analyser une séquence de jeux vidéo, et puis on recroise, je sais pas, un jeu d'arcade des années 80 avec une lecture d'Ivan Tasker sur les corps musculeux du cinéma des années 80, parce que le jeu vidéo japonais s'est largement emparé de ces figures musculaires portées par Stallone ou Schwarzenegger ou Chuck Norris sur les écrans de cinéma et les écrans de vidéo, puisqu'évidemment c'est beaucoup des corps qui ont été vus sur vidéocassette, particulièrement dans des pays où ces films n'étaient pas diffusés,
ou pour des générations de spectateurs qui ont davantage vu Rambo en vidéocassette ou Terminator en vidéocassette que sur grand écran. Tu peux le voir plusieurs fois. Et tu peux le voir plusieurs fois, et donc tu as un rapport de répétition et de plaisir de la répétition. Mais là, c'est super intéressant parce que on peut faire travailler un texte des années 90 qui revient sur le héros d'action musculaire des années Reagan, avec des jeux des années 80 qui ont décidé d'actualiser ces corps-là dans une forme vidéoludique, et parfois aussi de produire un discours critique sur ces corps ou ironique sur ces corps, et donc une forme de réappropriation critique par les studios japonais pour un public qui est japonais, mais aussi pour un public qui est occidental. Donc avec des effets d'aller-retour comme ça. Ce qui tombe bien, c'est que ma dernière question, c'était de savoir qu'est-ce que tu pouvais enseigner dans un espace qui est repéré cinéma, puisque le début, c'était de savoir comment tu étais, comment ton entrée était venue, et tu commences à l'aborder. Qu'est-ce qu'on apprend ou qu'est-ce qu'on fait apprendre, puisque ce petit magazine était sur enseigner le jeu vidéo, puis tu es dedans un petit peu. Oui, c'est Yann François qui avait fait ce dossier-là pour JV. Il était venu voir plusieurs d'entre nous pour parler un peu de nos pratiques. Bah, il y a Bernard qui apparaît là, il y a Sébastien également, Jean Vaux qui a été interviewé. Alors moi, ma position est particulière. Je suis dans un département de cinéma et audiovisuel. Oui. Et ça, vraiment, j'insiste sur cette articulation parce que, d'une part, c'est la philosophie de ce département depuis sa création. Oui. L'idée, c'est de penser le cinéma et les autres formes audiovisuelles. Donc c'est un département où on a parlé du vidéoclip très tôt, dans les années 80, où on a parlé de séries télévisées avant même qu'il y ait un engouement autour de ce format-là, où on a parlé de télé-réalité. Enfin, voilà, il s'est passé, ou de vidéos expérimentales, ou de vidéos art. Enfin, il y a eu toute une série de chercheurs et de chercheuses qui ont pu, dans ce cadre-là, pouvoir partir des études cinématographiques et du corpus théorique pour essayer de penser d'autres formes. Si j'ai pu trouver une place là-bas, c'est probablement parce qu'il y avait cette culture-là et que c'était un département qui envisageait de pouvoir recruter quelqu'un sur le jeu vidéo. Alors, mes cours sur le jeu vidéo s'intègrent très souvent à des enseignements plus généralistes. Oui. Je te prends l'exemple, par exemple, d'un cours d'histoire du jeu vidéo qui court des années 40 jusqu'à 1984. C'est un cours qui s'inscrit dans Histoire du cinéma et de l'audiovisuel. Et donc, il y a toute une série de cours qui sont faits par des collègues qui sont spécialistes de la télévision, qui sont spécialistes du cinéma français, qui sont spécialistes et qui font histoire de leur domaine. Bon, bah, moi, j'ai fait histoire culturelle et économique du jeu vidéo. J'ai un deuxième cours, par exemple, qui s'intègre dans un module d'économie des médias. Oui. Et donc, j'ai fait économie du jeu vidéo en France. Où j'ai pu relier des travaux que je suis en train de conclure actuellement sur le jeu vidéo en France, et puis des questions un peu plus larges de modèles économiques, d'exploitation, etc. J'ai un cours sur le game concept, par exemple. Le game concept, c'est le document que tu écris avant de commencer à coder et produire un jeu. Et ben, je l'ai fait dans un module qui s'appelle « Écrire pour le cinéma, l'audiovisuel ». Donc à côté de ça, j'ai des collègues qui initient à l'écriture de pilotes pour les séries télévisées, à l'écriture de courts-métrages, à l'écriture de longs-métrages, etc. Tu veux dire que les étudiants qui suivent les cours n'ont pas forcément des analystes, ils peuvent devenir des professionnels de... Sur le cours du game concept, ça fait partie des rares cours un peu pratiques, où on peut leur faire produire quelque chose qui est un peu plus pratique, oui. Ou en tout cas un peu plus créatif que analytique et théorique. Ils peuvent quelquefois intégrer des écoles de jeu. Et ben, il se trouve que pour, en tout cas, une étudiante qui était passée il y a 3 ans par ce cours-là, ou peut-être même 2 étudiantes, elles avaient poursuivi ensuite dans une formation à l'ENJMIN, à l'École nationale du jeu vidéo. Mais moi, j'avais vu leur game concept à cette époque-là, en L2, où je les faisais travailler sur des sujets assez variés. Ouais. Et comme tu commençais en disant que ton travail commençait à s'orienter vers le jeu vidéo, moins en rapport avec le cinéma. Et ton livre est de 2010, mais ton début de recherche est de 2004. C'est facile, parce que ça ressemble à une mauvaise question de journaliste, de faire un bilan 15 ans après. Le rapport du jeu vidéo à l'université, au sujet d'études,
est beaucoup plus, tu me disais, les Ah bah, cultural studies se sont intégrés, les objets populaires se sont beaucoup plus intégrés? oui, et puis on a, ce qui est bien, c'est qu'on a constitué en France un collectif de chercheurs, de chercheuses. On est aujourd'hui bien une bonne quinzaine à être institutionnalisés, c'est-à-dire à avoir une place de chercheur, maître de conférence, Oui. enseignant-chercheur, voire PR, dans des universités où on a pu un peu développer nos, enfin, autant que faire se peut, nos recherches, parce qu'évidemment la vie à l'université est très chargée de charges administratives un peu dévorantes. Oui. C'était ma petite parenthèse, mais donc ça c'est quand même quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on retrouve des gens en philosophie, des gens en infocom, des gens en sciences de l'éducation, en sociaux, en géo, en histoire de l'art également, en histoire aussi, donc C'est un petit peu à la marge quand même, mais c'est entré. ça commence progressivement, il y a pas de grands laboratoires de recherche sur le jeu vidéo, mais il y a des chercheurs et des chercheuses. On a même une thèse actuellement en sociologie du travail sur la constitution du champ de recherche sur le jeu vidéo en France, Oui. par exemple. Donc il y a toute une série de choses qui montrent qu'il y a un développement, et puis heureusement, de temps en temps, avec nos collègues belges, avec nos collègues suisses, avec nos collègues québécois évidemment, on se retrouve à des événements où on commence aussi à constituer un pôle plus francophone Oui. et des projets tournés autour de la francophonie qui nous permettent d'exister sur la scène internationale. Et ce qui fait la conclusion sur ton futur travail, c'est que si tu fabriques ce livre sur l'histoire du jeu vidéo français, c'est pour combler un manque historique ou c'est en plus parce qu'il y a un particularisme de façon de produire? Alors ce projet de bouquin donc, que je coécris avec Guillaume Montagnon, c'est l'idée, de répondre à une histoire du jeu vidéo qui a été essentiellement pensée jusqu'à présent d'un point de vue anglo-saxon. Oui. Donc de dire, il y a des particularismes locaux qui valent pour l'histoire mondiale et dans l'histoire mondiale du jeu vidéo. Il y a un mouvement qui s'appelle les Local Game Histories depuis quelques années, qui fait que des chercheurs australiens, des chercheurs tchèques, des chercheurs polonais pensent le jeu vidéo à travers leur territoire. Par exemple, il y a une histoire du jeu vidéo en Tchécoslovaquie avant la chute du mur. Oui. Voilà, avec des plateformes qui sont des plateformes, des copies de micros qu'on retrouve dans l'Europe occidentale, et avec des jeux qui sont locaux, faits par des ados qui racontent leur jeunesse à travers des jeux, etc. Donc l'idée c'est ça, dire l'histoire du jeu vidéo, il faut aussi qu'elle pense des territoires locaux, parce qu'il s'y est passé des choses, et parce qu'il s'y est passé des choses qui comptent d'un point de vue historique. Oui. Une des découvertes de la recherche, c'est que on a une application avec un élément graphique d'une taille un peu importante, qui est une petite voiture dessinée comme une voiture d'enfant, Oui. qu'on peut déplacer sur un écran. Ça, c'est fait en 1966 à Grenoble, dans un laboratoire français. Quand je vais dire ça à des collègues internationaux et des collègues américains, ils me disent, nous, il faut qu'on attende 68 ou 69 pour avoir des éléments graphiques un peu d'importance activables sur un écran. Oui. Donc, ce qui veut dire que ce qui s'est passé en France est quelque chose, c'est un précédent de l'histoire générale. D'accord. La deuxième chose, c'est qu'il y a une mémoire qui commence à se perdre. Le plus âgé des intervenants avec lesquels on s'est entretenu avait 93 ans. Il est décédé le mois dernier, il y a 2 mois. Donc là, et on a pu faire 45 minutes d'entretien avec lui sur des expérimentations qui remontaient à 1960. Donc l'urgence qui est celle de, recueillir la parole, le Oui. témoignage d'acteurs de l'époque. Et puis, l'idée ensuite, c'est de penser cette forme du jeu vidéo, par quelle manière elle existe dans les laboratoires en France, par quelle manière elle arrive dans le domaine des jeux de café, et puis la console branchée à la télé et la micro-informatique, grosso modo, ça couvre à peu près tous ces aspects-là, le bouquin. Comment se constitue un secteur en France? Bon, là on retombe sur des questions d'économie, moi qui m'intéresse par rapport à ma formation et mes champs d'intérêt, tout en mêlant ça avec un travail sur les sources secondaires, la presse spécialisée, généraliste, professionnelle. C'est un Et énorme travail. c'est un travail de 6 ans. Et ça sort? J'espère à la fin de l'année. J'ai envoyé le manuscrit il y a une semaine là. Ben voilà, on reviendra te voir. Avec plaisir.